Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Romain Basque, tout de suite on est arrivé dans les pieds du capitaine des Havrais, en l'occurrence Alexandre Bonnet, qui provoque, qui percute et qui va lancer dans la surface de réparation. Le central dire de Jean-Pascal Fontaine et l'ouverture du score. Nabil Alioui, 1-0 pour le Havre Athletic Club après 5 minutes de jeu tout pile ici à Dornano. Ce sont les Havrais qui sont devant. Première phase de jeu intéressante, première attaque des Havrais et ça fait déjà mouche. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. C'est qu'il y va chercher son côté et ça va passer. Oh, la main, il est inratable. La balle lui a rebondi sur le pied, puis sur la main, puis sur la main après je crois. Sur la main, c'est sur la main. Tout seul devant le but vide à moins de 5 mètres de ce dernier. Et Johan Courine n'a pas conclu le service d'Aliou Traoré. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Le mur est mis à bonne distance par Monsieur Lissorg. Le premier coup franc de cette deuxième mi-temps, il est pour Johan Cour. On est à 20-22 mètres au début de Mathieu Gorgelin. Il va être très probablement frappé direct et enveloppé de la part du numéro 13 Malherbiste. Il s'élance, Johan Cour s'est enveloppé. Voilà, parade. Superbe parade de la part de Mathieu Gorgelin qui est allé chercher le ballon dans sa lucarne et il y a corner à suivre pour les Canets. Il va être frappé par Jesse Deminguet, mais quelle parade du portier Havrais. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. La différence sur son côté, justement, Bonnet qui récupère dans la surface et qui va remettre en deuxième poteau. Oh, le but. Le deuxième but. Oh, il est superbe ce deuxième but d'Alexandre Bonnet. Il était tout seul dans la surface de réparation canaise, personne pour l'attaquer et il est venu faire une petite feinte de centre. Il a fermé la cheville au dernier moment, il l'a logé dans le petit filet de Rémi Rioux. 2-0 pour le Havre. Il n'y a rien à dire, mesdames, messieurs. Les Havrais sont supérieurs ce soir et les Havrais à la 70e minute sont sur l'autoroute de la victoire. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Voilà, vous l'avez peut-être suivi avec nous hier soir en direct et en intégralité. C'était le derby normand. Le Havre Athletic Club est venu l'emporter à Caen, 2-0. Et c'est on ne peut plus logique que cette victoire des Havrais. L'heure est venue de débriefer côté HAC et côté Stade Malherbe, parce que si les Ciels et Marines se donnent de l'air au classement, c'est tout l'inverse pour le Stade Malherbe de Caen qui depuis hier soir est plongé dans la crise et dans le grand danger dans cette fin de saison de Ligue 2. Et pour parler de tout cela dans ce club foot spécial derby retour, il est avec nous, c'est Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Salut Maxime. Salut Sylvain, salut à tous. Salut à toi Julien Mailleux de SoFoot. Salut Sylvain, salut à tous. Et salut à toi Aurélien Renaud de Foot Normand. Salut tout le monde. Bon messieurs, on va plonger dans le vif du sujet, on va bifurquer tout de suite vers le vainqueur de ce derby. Quelques mots sur les Havrais. Aurélien Renaud, je commence avec vous du Foot Normand. Des Havrais qui ont fait leur match, des Havrais qui ont relevé le défi et qui ont rempli la mission. Exactement. Écoutez, les Havrais hier avaient un plan de jeu, une défense qui était assez basse, mais la volonté de récupérer les ballons assez vite, d'aller presser haut, et puis de contre-attaquer très vite, de pas s'embarrasser au milieu de terrain. Ils ont fait ça très bien, c'était chirurgical. Il y a eu des vagues qui sont venues sur la défense canaise et ils ont bien profité côté Havrais du coup de l'apathie canaise, on va dire ça comme ça, défensivement. Un match très cohérent avec leur force du moment, parce que comme l'a dit Paul Le Guen, il y avait pas mal d'absents et non ils ont fait le taf de la défense de Mayembo à Victor Lécal au milieu, l'excellent Jean-Pascal Fontaine hier qui a été très très actif, et puis évidemment l'inévitable Mathieu Gorgelin, parce que bon, même si Caen a été maladroit devant, Mathieu Gorgelin a quand même un gros match, un clean sheet à l'arrivée, puis des parades déterminantes. Je trouve un match cohérent de la part du Havre. Après, on savait que dans les dynamiques, les Havrais étaient un peu mieux que le Stade Malherbe depuis quelques semaines, et ce match l'a confirmé. Donc, rassurant pour les Havrais, ça les propulsera pas évidemment vers une fin de saison, on va dire, avec beaucoup d'enjeux, mais en tout cas, ça a le mérite de les faire grimper à 37 points, et je pense qu'arriver à ce stade-là, ils sont bien. Ils sont bien depuis hier soir, les Havrais, très clairement, et il y en a un qui était beaucoup mieux que dans ses dernières interventions devant la presse hier soir. C'était Paul Le Guen, l'entraîneur du HAC. On écoute sa réaction et on débrief. C'est une réelle satisfaction, parce que compte tenu des problèmes d'effectifs, compte tenu d'un effectif amoindri, je trouve qu'on s'est malgré tout sorti d'affaire avec une certaine logique. Je trouve que c'est une victoire méritée. On a les plus belles situations. On a été percutant en contre-attaque. On a su bien défendre ensemble.
Et je suis content du comportement de l'équipe, des joueurs. On a eu des occasions, notamment en début de deuxième mi-temps, avec Liès, avec quelques belles frappes. Donc honnêtement, je trouve que c'est une victoire logique. C'est surtout l'énorme satisfaction de prendre de la marge par rapport à derrière. On savait qu'on était menacé. Là, on revient dans le milieu du tableau. Et au-delà de ça, c'est un comportement d'ensemble, comportement d'une véritable équipe qui a montré du jeu, de l'ambition. Il a fallu prendre des dispositions autres et je trouve que les joueurs ont fait vraiment un travail intéressant. Julien Mailleux, Paul Le Guen, il était serein finalement parce qu'il a trouvé de l'investissement, il a trouvé de l'efficacité, il a trouvé les 3 points qui manquaient, on va pas se mentir, au Havre pour définitivement être certain du maintien. Là, les Havrais ont fait un bond de 7 places au classement entre le coup d'envoi de ce match et le coup de sifflet final. Des Havrais qui méritent très clairement leur victoire. Très largement, oui, une victoire méritée. Ils ont plutôt bien défendu, comme le disait Aurélien, même si c'est pas très compliqué de défendre contre le Stade Malherbe parce que Malherbe a tellement peu d'idées pour attaquer que à partir du moment où on est à peu près solide dans sa surface et on sait défendre bas, on peut largement tenir le coup. C'est pas pour rien que tous les défenseurs havrais ont fait un bon match. Et puis après, par contre, moi ce que je retiens, c'est leur efficacité offensive. Il y avait des idées, il y avait une vraie capacité à profiter des espaces, il y avait un positionnement assez audacieux et pourtant très pertinent de Bonnet qui a posé énormément de problèmes au Canet. Alors moi j'ai souvent tiré à boulet rouge sur les inspirations tactiques de Paul Le Guen, mais là ça s'était vraiment bien vu, puisque à lui tout seul il nous a posé énormément de problèmes. Victoire méritée, logique, dans tous les secteurs du jeu, le Havre a été meilleur, c'est indiscutable. Maxime Lenormand de Malherbe Inside, on parle souvent des Havrais, on parle des dynamiques qui étaient finalement assez proches côté Canet. Aurélien l'a relevé, ces dernières semaines c'était un peu mieux dans le jeu pour les Havrais. Moi j'ai envie de vous entendre sur le cas de Paul Le Guen justement. Il a toujours soutenu ses joueurs depuis des semaines et des semaines, il a refusé de tirer à boulet rouge dessus, ça a payé hier. Alors Paul Le Guen, je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis havrais, mais hier, voilà, c'est un vrai coup, comme l'a dit Julien, c'est un vrai coup tactique réalisé par Paul Le Guen. Les Havrais hier étaient en mission commando. Il y avait un plan de jeu qui était clair, bien défini, tout l'inverse de ce que le Stade Malherbe a proposé. Et ça a fonctionné à la perfection. Moi, ça me rappelait un petit peu les coups tactiques de Patrice Garande qu'on avait pu faire à Saint-Etienne, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, c'était le coup parfait. Effectué par Paul Le Guen, donc il peut être heureux parce qu'effectivement ça lui donne une bonne marge pour le maintien désormais. La marge, Aurélien Renaud, elle est cette fois suffisante, 37 points, vous l'avez dit, ou vous l'avez soumis tout à l'heure, c'est assez pour se maintenir cette fois. Ouais, normalement, 37 points, si on se fie aux dynamiques des uns et des autres et les bilans des uns et des autres, si on fait une projection, 37 points, ça devrait être le nombre de points qu'il faut pour éviter d'être barragiste en fait, en fin de saison, une fois que les 38 journées seront jouées. Il en reste 9. Alors bon, le football n'est jamais figé, mais il y a trop d'équipes entre la zone dangereuse et le Havre maintenant. Il y a trop de points aussi entre les deux. Je pense que cette victoire havraise, encore une fois, on insiste, méritée. Elle les met à 9 points d'avance sur le barragiste, 13 points d'avance sur le premier relégable Chambly. Je pense qu'on peut voir venir, légitime. Justement, Julien Mailleux, il va falloir en faire quoi pour les Havrais de ce succès ? S'en inspirer, je crois que pour eux c'est un vrai match référence. Je n'ai pas vu tous les matchs du Havre, je n'ai même pas vu beaucoup cette saison, mais ça pour moi ça ressemble à un match référence, un match sur lequel on peut s'appuyer pour travailler. Voilà, ils sont un peu dans la situation dans laquelle on espère que ce sera quand dans quelques jours, la situation d'une équipe qui doit attendre la fin de championnat et se démobiliser le moins possible. Voilà, je pense qu'on a vu de belles choses hier, ils vont pouvoir s'en inspirer pour continuer et pour granger les 2-3 points qui va leur manquer pour se sauver. Alors 2-3 points pour se sauver mathématiquement, mais quelques joueurs aussi qui vont forcément attirer l'œil. Vous avez parlé de Fernand Mayambo sur l'aspect défensif. Il a été impérial hier, on va y revenir justement sur sa prestation. Alexandre Bonnet, impérial également aussi. Moi j'ai bien aimé l'entrée, même s'il a été maladroit devant le but et même s'il a manqué deux grosses situations devant Rémi Rioux. L'entrée d'Eliès Mahmoud, on en parle un petit peu de ce jeune attaquant. Il est rentré parce que finalement il y a péril en la demeure en termes d'attaquants, il n'y en a plus au Havre depuis hier, puisque le dernier qui était encore valide, à savoir Nabil Alioui, le premier buteur de ce derby, s'est blessé. Alors Paul Le Guen était un peu incertain quand même en fin de match devant les micros sur l'état de santé réel de Nabil Alioui. En revanche, Eliès Mahmoud, Aurélien Renaud, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal parce que en peu de temps sur le terrain, il a quand même réussi à se
s'offrir pas mal de situations. Bon, il manque quand même le but du break. Clairement, il a de l'avance, il doit un petit peu mieux gérer. Il y a la bonne sortie aussi de Rémi Rioux, mais non, globalement, une très bonne entrée. Alors, je dis pas que ça va rassurer les Havrais pour la fin de saison sur le secteur offensif. En tout cas, mais ça peut leur apporter cette jeunesse qui manquait, que l'on fustigeait un peu depuis quelques semaines. Paul Le Guen lui-même avait dit que voilà, il était un peu déçu des très jeunes joueurs. Là, celui-là, il a fait plutôt une très bonne entrée dans un match, quoi qu'on en dise, toujours important. Ouais, après, je sais pas si c'est le système du Havre et la volonté qu'ils avaient sur ce match à Caen qui fait qu'il est un peu plus concerné par le jeu, parce qu'il me semble qu'il a quand même touché beaucoup de ballons, il est venu chercher, il est venu proposer, il a eu une énorme activité. Est-ce que ce sera ça tous les matchs si jamais on le réutilise dans la même position qu'hier? Mais non, en tout cas, clairement, hier, c'est une entrée remarquable. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu que deux, des rentrées de façon côté Havrais, ce qui en dit long sur, en ce moment, les limites de l'effectif en termes de disponibilité et de fraîcheur physique, et surtout de validité physique, on va dire. Mais non, c'est prometteur. La question contient la réponse. C'est le genre de rentrée qu'on aurait voulu voir côté Canet hier et qu'on n'a pas vu, d'un joueur qui puisse vraiment amener quelque chose et surtout semer quelques promesses. Donc ouais, non, très intéressant. Autre joueur très intéressant, on l'a mentionné il y a quelques instants, Maxime Lenormand, je me tourne vers vous. Fernand Mayombo en défense centrale, là c'est costaud. Ouais, très très solide, match très très solide avec un client physique quand même qui était Alexandre Mendy, qui a l'habitude. Finalement, ça lui a correspondu presque parfaitement, ce genre de profil. Tout à fait. On avait l'habitude quand même, Alexandre Mendy, même s'il marque pas énormément de buts, de le voir gagner pas mal de duels, de pouvoir orienter le jeu, de haut but, tout ça. On l'a quasiment pas vu hier soir, il a été très très bien marqué par Mayembo. Je pense aussi à Gorgelin qui a fait quand même quelques arrêts. Pour revenir sur Marmoud, je pense aussi qu'il a été ici un petit peu aidé par le scénario du match, c'est-à-dire que voilà, il y avait beaucoup d'espace en fin de match, ça a pu être si je me rappelle des occasions, on va arrêter de dire fin de match. C'est 61, 65, oui. 72 ces occasions. On est quand même pas tout à fait en fin de match quand même. Non, mais disons que l'œuvre a été favorisé par le scénario. C'était vraiment le scénario idéal de marquer dès la 5e minute face à une équipe de Stade Malherbe qui ne sait pas faire le jeu, tout simplement, et qui a dû après évoluer de schéma, de jouer le tout pour le tout, et ça a forcément libéré quelques espaces aux joueurs à vrai. Mais de toute façon, ils ont tous fait un gros match. On parlait d'Alexandre Bonnet aussi en off. Quel match, et apparemment il fait une très très bonne saison. Il est un petit peu ce que je disais en sub 2015 quoi. Il fait la saison de sa vie alors que tout le monde le pensait cuit quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Justement, Julien, je vais terminer avec vous ce tour des joueurs à vrai qui ont vraiment fourni le match qu'il fallait hier. Alexandre Bonnet, alors il disait un sub 2015, alors aux supporters à vrai ça va pas parler. Par contre, ce que l'on voit c'est vraiment un Alexandre Bonnet 2021. Il revit dans cette équipe, il est maillon libre dans le milieu de terrain, il a fait un peu ce qu'il a voulu, il s'est trimballé un peu entre les lignes, il a surtout été percutant à souhait quoi. Il a fait, à mon avis, tout ce qu'il fallait faire pour complètement déstabiliser la défense cannaise. Il avait une liberté de déplacement qui nous posait énormément de problèmes parce qu'on a beaucoup. En fait, on a tellement de joueurs bas sur le terrain qu'on a bien vu que personne ne savait qui devait s'occuper de lui. Donc en fait, il passait de droite à gauche sur le terrain. Et lui, on a bien vu, mais alors très rapidement, qu'il était en confiance. Et d'ailleurs, son but est quand même le but de quelqu'un très en confiance. Il récupère le ballon, il est dans un angle très fermé, il peut la passer. Il y a des joueurs à qui il peut la passer, mais non. C'est un joueur en confiance qui décide de prendre sa chance, qui la met. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Cette action, à mon avis, dit tout de son match. Son positionnement à ce moment-là, sa confiance, sa réussite. Il n'y a rien à redire. Quel match de Bonnet. Un très bon match dans l'ensemble de la. Un poste, Sylvain, c'est presque le faux 10,5 en fait. Ouais, c'était ça. Non, mais c'était un peu ça. Ouais. Globalement, c'était un peu un 10,5 hier, effectivement, Alexandre Bonnet. Messieurs, il y a un match dès samedi, et j'ai envie de dire pour les Havrais, va falloir confirmer face à Sochaux, une équipe solide, une équipe qui est la reine des matchs nuls dans ce championnat de Ligue 2. C'est le moment idéal, Aurélien Renaud, pour les Havrais, pour enfin doubler la mise. Et enfin enclencher quelque chose de chouette pour eux dans cette fin de saison. Le moment idéal, je pense parce qu'on a toujours du mal à confirmer OAC depuis le début de cette saison. Voilà, on se dit, ça vient de gagner à Caen, ça reçoit Sochaux, une équipe relativement sympa. Est-ce que c'est pas le meilleur moment ? Le moment idéal, je sais pas, parce que est-ce que c'est l'adversaire idéal ? Non, pour le coup, parce que en plus ils viennent de manquer la victoire chez eux contre Châteauroux, un 0-0 un peu frustrant d'ailleurs pour eux.
parce que justement ils avaient quand même sur le papier la capacité de s'imposer. Donc non, ce sera un client, mais ce sera plus qu'une belle opportunité ou l'adversaire ou le moment idéal pour le Havre. Par contre, c'est un bon test, c'est un excellent test. Alors, j'ai pas envie d'apporter une conclusion trop vite à la saison sochalienne, mais j'ai quand même l'impression que pour eux, les points égarés ces dernières semaines pour le top 5, ça va quand même être drastiquement compliqué. Ils sont 7e si je ne m'abuse. Mais en tout cas, c'est une équipe solide qui, depuis le début de saison, je pense, n'a quasiment pas loupé un match. En tout cas, n'a pas laissé une équipe la dominer de bout en bout. Donc, je pense on est bien placé pour le savoir. On est bien placé pour le savoir, effectivement. Mais je pense que je pense que c'est un bon test pour les Havrais. Après, est-ce que c'est le bon adversaire pour se relancer? Enfin, pour doubler la mise, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça a une belle valeur, une valeur de bon test. Surtout que, on l'a déjà dit tout à l'heure, si les Havrais ne l'emportent pas ou ne font que match nul, c'est pas si grave, c'est pas si dramatique vu la conjecture de la fin de saison. Le Havre-Sochaux, ce sera samedi à partir de 20h au Stade Océane, 30e journée de Ligue 2. Les Havrais en quête de confirmation. On franchit le pont de Normandie et la Seine et on file voir le Stade Malherbe de Caen. C'est une toute autre histoire. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Les Malherbistes, messieurs, s'il y a un gagnant, en l'occurrence le Havre, il y a forcément un grand perdant dans cette soirée. Eh bien, c'est le Stade Malherbe de Caen, défait 2-0. Défaite, allez, comment la qualifiez-vous, Julien Mailleux, de ce foot? Épouvantable. Épouvantable, vraiment, c'est terrible. En fait, alors, on va passer tout de suite sur le déchet technique, parce que le déchet technique, quelque part, il va se régler. Enfin, on n'y peut rien. Il est tellement habituel aussi qu'on passe direct dessus, en fait. Moi, ce que je trouve absolument terrible, c'est ce qu'on a vu sur le plan tactique. C'est des aberrations tactiques que moi, je trouve absolument surréalistes en deuxième division, dans une équipe professionnelle. On a Iago, latéral gauche. Alors, on a des latéraux gauche de métier. Ils sont pas ouf, hein, mais bon, c'est quand même mieux que Iago qui déborde et qui se rend compte qu'il ne peut pas centrer de son pied gauche. De l'autre côté du terrain, on a Rivierez qui est régulièrement en position de centre. Je ne savais pas si vous avez vu Rivierez quand il commence à centrer, mais ça ne partait jamais dans la bonne direction. Et surtout, on est mené au score. La dernière fois, on a tenu 7 minutes. Cette fois-ci, on a tenu 6 minutes avant de prendre le premier but. On va dire que c'est habituel. Et je vous rendez compte qu'à chaque match, quand on commence à perdre, on ne sait faire qu'une chose, c'est centrer, et centrer, et centrer, et encore, et encore, et encore. On a un joueur qui peut éventuellement s'imposer dans les airs, c'est Mendy, et il était au milieu de 3 ou 4 défenseurs havrais. Donc ça ne servait à rien de centrer, ça n'allait jamais fonctionner, il ne s'est jamais imposé une fois dans les airs. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a continué de centrer, par pur automatisme. Ça n'avait aucun sens, ni aucune chance de fonctionner, mais en fait on ne sait tellement rien faire d'autre qu'on a continué de faire ça. Et la catastrophe, c'est que non seulement on n'est pas bon comme ça, mais qu'en plus, on est incapable de s'ajuster. C'est-à-dire qu'on a très bien vu, très rapidement compris que les Havrais avaient compris comment défendre. C'est pas dur. Défendre contre Malherbe, vous élargissez le plus possible. Vous mettez des gars qui bloquent les couloirs parce que ça va nous gêner. Personne, on va jamais tenter d'avancer dans l'axe, donc de ce côté-là, vous serez jamais inquiété. Et on prend pas de but. Vous bloquez tout ça, vous mettez du monde dans la surface, des grands pour prendre tout de la tête, vous prendrez pas de but. Donc quand on s'est rendu compte, nous, on avait tous vu qu'au bout d'une demi-heure, ça ne marchera jamais, et on n'a pas vu le moindre ajustement, il n'y a jamais eu un changement de système, jamais eu un joueur qui est sorti de son rôle, jamais eu quoi que ce soit de tenté pour résoudre cette équation qui est restée insoluble. C'est terrible, et en fait, on voit bien, pour nous achever, au moment où il y a des remplacements qui sont tentés, il y a JCP qui rentre à la place d'Alexandre Mendy, donc un profil beaucoup plus défensif. Il y a Gonçalves qui rentre à la place de Cour, un profil peu défensif. Mais qu'est-ce qu'on espère faire à ce moment-là? On est mené au score, on fait rentrer des gars qui défendent, qui jouent beaucoup plus bas sur le terrain. Tout ce qu'on a fait hier, tactiquement, n'a absolument aucun sens. Je ne comprends pas. Maxime Lenormand, le décor est planté de cette prestation malherbiste. En complément, et évidemment on va en discuter pendant tout ce développement côté Malherbe, il y a quand même 2 pans. Il y a le pan de Pascal Duprat qui fait les choix, qui adopte les choix tactiques, qui les met en œuvre, et il y a le plan des joueurs. On a eu Jesse Deminguet en conférence de presse devant nous hier, il n'a aucun intérêt à le faire, il a défendu Duprat, il a expliqué que tout lui mettre sur le dos, c'était pas la réalité des choses, parce que les joueurs n'avancent pas. La réalité, elle est là aussi, Maxime Lenormand.
qu'est-ce que l'on peut attendre de ces Canets aujourd'hui? J'ai presque envie de dire quel qu'il soit. Ouais, Jesse Deminguet, c'est un gentil. Hein. C'est pas lui qui va descendre le coach en conf. Voilà, c'est un gars, il est sympa, il est cool. Bon, je crois que Julien a bien résumé, assez largement résumé le problème canet. 3-5-2, moi je comprends pas. Donc Julien l'a dit, Steve Yago, piston gauche, c'est absolument pas son poste. C'est un défenseur central de formation. Donc effectivement, quand il se retrouve sur son mauvais pied pour centrer, c'est pas possible. Donc il est obligé de repiquer dans l'axe, etc. Alors que les pistons sont hyper importants dans ce système pour apporter du danger. On a de l'autre côté Aliou Traoré, c'est pas non plus son poste, donc bon, il a essayé de... C'est quoi son poste à Aliou Traoré? Sérieux, c'est quoi son poste? C'est plutôt dans la... Non, mais alors moi, c'est plutôt sur le banc ou dans la tribune, mais c'est pas sur le terrain. J'ai pas compris non plus pourquoi il a débuté, mais alors s'il débute, je comprends encore moins pourquoi il débute. Ah bah oui, non mais c'est pire, c'est-à-dire que c'est pire. Bon, Julien a déjà parlé de l'aspect tactique, je vais pas revenir dessus, mais... Non, mais l'aspect individuel, justement, voilà. Messieurs. Et même avec vous, Aurélien, je vais y venir aussi sur un autre cas. Mais l'aspect individuel, aujourd'hui, les Canets ne sont pas en capacité de gagner le moindre match. Oui, mais Sylvain, je suis pas sûr qu'on puisse dissocier l'aspect tactique de l'aspect individuel, parce que les joueurs ne sont pas mis dans les bonnes conditions. Mais ils étaient en 4-4-2 pendant ce match-là. Ils ont même rejoué à 4 derrière dans les derniers matchs. Enfin, je veux dire, quel que soit le système, il n'y a rien, quoi. Non, mais c'est ça qui est inquiétant, et moi, j'ai pas l'explication à ce déchet technique pour des joueurs professionnels, c'est quand même assez inquiétant. Je ne sais pas si c'est dans la tête. Je pense qu'il y a quand même évidemment une partie psychologique parce qu'on les a vu faire des choses bien meilleures. Je ne sais pas si c'est tactique, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas mis dans les bonnes conditions pour développer le jeu qui leur convient. Je ne sais pas si c'est technique. Tout simplement, ils n'ont pas les capacités pour faire mieux. En tout cas, c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir s'en sortir, comment on va pouvoir aller chercher les points qui manquent avec des prestations comme ça. Donc, il faut changer un truc. Je ne sais pas quoi, mais il faut changer quelque chose. Ça ne sera pas le coach qui l'a dit. Pour moi, c'est le système, c'est l'animation. Aurélien Renaud, pour répondre à la question que vient de poser Maxime, c'est quoi le ou les changements à apporter? Déjà, est-ce que vous connaissez la loi de Murphy, messieurs? Racontez-la à nos auditeurs en tout cas. Mal, tournera mal. Et ça, c'est la saison du Stade Malherbe. Si quelque chose doit aller mal, ça va pas. Les changements à apporter, j'aimerais vous répondre. J'aimerais trouver la solution, mais je pense qu'il y a... C'est difficile de trouver. C'est vraiment une équation insoluble. On a tenté de jouer à 4, on a tenté de jouer à 5, on a tenté Armougom, on a tenté Yago, bon, Van der Meer, je sais plus là, on a tenté plein de choses sur les côtés devant, à un moment donné, on savait plus trop, on a tenté Bamou, mais il est plus là non plus, donc maintenant, on se concentre avec Mendy, Gioacchini, mais il y a de l'efficacité nulle part. Comme le disait Pascal Duprat, ces derniers temps, le football, ça se joue dans les zones décisives, mais effectivement, dans les zones décisives, il se passe rien. Non, moi, j'ai pas la solution. En même temps, si je l'avais, je pense que je prendrais la place de Pascal Duprat. On peut le faire. Alors, ce sera pas le cas parce que figurez-vous, et vous l'avez résumé, Maxime Lenormand, et ça a été une première hier à laquelle nous avons assisté, à savoir la venue d'Olivier Piqueux, le président du Stade Malherbe de Caen, devant les micros, pour débriefer, pour partager son sentiment et surtout pour essayer de tracer un peu une ligne dans l'avenir proche du Stade Malherbe de Caen. On écoute le président Olivier Piqueux. Je crois que c'est un moment complexe de la vie du club, à plein de titres, pour tout ce que nous vivons, le contexte économique, sanitaire, le plan social que nous avons mis en place, beaucoup de choses qui sont très lourdes pour le club. Moi, mon rôle, c'est aujourd'hui de protéger l'institution, par là même être en capacité à leur dire ce qui ne va pas, et à commencer dès demain matin pour pouvoir se projeter sur le match de Châteauroux. Mais vous savez très bien que ce métier, c'est des décisions. Et j'ai demandé au coach d'après de préparer au mieux ce groupe pour pouvoir être en capacité à finir de la meilleure des manières la saison qui est entamée. Après, il y a aussi, pour aller encore plus loin, des personnes qui auront du mal à suivre le rythme. Et il faudra prendre des décisions pour être en capacité à garder la force qui émane du groupe, et même si quelques joueurs pourraient être en difficulté d'ici la fin de saison. 4, 3, 2, 1... Bon, Olivier Piqueux, il a fait un peu l'arroseur de tout l'éventail du club. On est passé par l'administratif, par les joueurs, par les actionnaires. Il a essayé un peu d'éteindre tous les départs de feu. Un avis sur cette réaction du président Aurélien Renaud, Foot Normand?
En premier lieu, c'est la communication, parce que quand vous réunissez les joueurs sur le terrain, enfin même plus que les joueurs, le staff, etc., parce que ça va être à la vue de tout le monde, évidemment, quand vous analysez ça, que vous regardez, vous vous dites, ah oui, quand même, ils sont préoccupés par la défaite, là, il y a quand même vent debout, tout le monde qui se réunit, tout le monde qui a envie de faire front commun, il y a un président qui prend ses responsabilités, qui se veut meneur de troupes, etc. Bon, très bien, l'image, elle est belle, mais la chose peut être faite aussi en interne, elle peut être faite dans le vestiaire, donc là, ça c'est de la com, c'est vraiment visuel, c'est pour essayer de désamorcer très rapidement la défaite. C'est ce qu'il fait Olivier Piqueux par rapport à ça. Après, dans le discours qu'il a derrière, la seule chose que je retiens, moi, effectivement, c'est pas lui qui va nous apprendre en ce moment que la situation est compliquée au club. Ce qu'on retient, effectivement, c'est qu'il y a en substance, si on l'écoute, des joueurs qui jouent pas le jeu, ou en tout cas qui sont pas capables de jouer le jeu. Est-ce que ça révèle qu'il y a un problème en interne? Est-ce qu'il y a un problème dans le vestiaire, etc. Je sais pas. Ça révèle quoi, Julien Mailleux? La phrase de Piqueux. L'ensemble de l'intervention de Piqueux. Alors Aurélien Renaud vient d'analyser que c'est de la com. On est tous d'accord là-dessus. C'est évidemment pour l'image et évidemment pour la com. Mais à l'intérieur de cette intervention, il y a peut-être 2 ou 3 moments quand même qui peuvent éventuellement poser les jalons d'un truc intéressant, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec Aurélien. En fait, là, on est dans une situation à ce point dramatique que Piqueux ne peut pas se cacher plus longtemps. On est à 2 victoires en 18 matchs, donc c'est vraiment assez catastrophique. 14 points sur 54 possibles. Donc là, il devait, à un moment donné, prendre la parole. Il devait, en fait, incarner le président qui ne laisse pas le club s'embourber. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a répondu à des supporters il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours dans le journal. Donc voilà, là, il est dans cette Ouais, enfin, entre le contenu qu'il a publié il y a 2 jours dans le journal en ayant répondu aux spectateurs, aux téléspectateurs et aux auditeurs et ce qui s'est passé hier soir, il y a quand même un monde de décalage en fait. Il y a un monde de décalage, mais en fait le propos change pas des masses. En fait, il continue de dire ça s'inscrit dans un projet plus vaste. Donc en fait, il est en train de nous dire ce qui arrive hier, c'est pas grave, ça n'aura pas d'incidence sur le projet qui finalement est un projet à long terme. Enfin, il a quand même reconnu, et là je fais une parenthèse, il a quand même reconnu dans les 30 dernières secondes, et sans qu'on le force sur rien du tout, qu'il n'imaginait pas l'impact que pouvait avoir, je le cite, ce qu'on a fait ces derniers mois sur le terrain. Et il a conclu en disant, ok, maintenant je le connais l'impact. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il aurait peut-être pas dû signifier à son entraîneur au mois de décembre qu'il n'allait pas poursuivre l'aventure avec le Stade Malherbe. Maxime Lenormand, elle est là, la raison essentielle du crash canet de ce début d'année 2021. C'est possible. Il y a en tout cas, effectivement, on cherche des explications. Voilà, est-ce que c'est tactique, est-ce que c'est technique, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est parce que c'est le coach qui est plus là, est-ce que parce que c'est les joueurs qui sont en vacances? J'aurais pas la réponse vraiment. C'est un ensemble de tout ça, un agrégat de tout ça. Peut-être que c'est un agrégat de tout ça. En tout cas, ce qu'on peut dénoter de l'intervention d'Olivier Piqueux, c'est qu'il y a aussi un choix derrière stratégique et un parti pris de dire que ce n'est pas en tapant du poing sur la table que ça va aller mieux. Il est plutôt sur la position de dire voilà, je vais soutenir les joueurs, défendre l'institution, soutenir le coach. Il n'a pas décidé de dire bon, allez, maintenant ça suffit, je tape du poing sur la table. Je pense qu'à l'intérieur quand même ça va bouillir un petit peu, mais il est vraiment dans un exercice. Il pense que ça va pas être positif. Je pense que ça va être contre-productif de taper du poing sur la table. Est-ce qu'il aura raison? Je l'espère. On verra dans les semaines à venir. Aurélien Renaud. Après, moi je voudrais préciser quand même, finalement, ça reste habile de sa part, c'est nécessaire de sa part. Ça aurait été étonnant qu'il ne le fasse pas. Au moins, il assume ce rôle devant les médias. Enfin, il a été obligé aussi parce que, notez quand même entre parenthèses, il nous l'a dit, alors c'est pas sorti dans tous les médias, mais il nous a expliqué qu'en fait tous les actionnaires aujourd'hui étaient réunis hier toute la journée puisqu'il y avait assemblée générale et qu'ils regardaient le match ensemble et qu'ils étaient là tous ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de pouce pour y aller aussi? Voilà. Ouais, mais c'est son rôle, Sylvain. Absolument, aussi à ce moment-là, Olivier Piqueux. Absolument. Et je comprends que dans ce sport-là, mais dans le monde en général, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses de paraître, de choses à montrer. Et heureusement qu'il le fait, Olivier Piqueux. Je pense que hier, s'il n'avait pas pris la parole après ce désastre, voilà, on est la 19e équipe sur cette phase retour. Il y a que Chambly qui fait pire encore. Ils nous ont mis 4-2, pardon. Donc non, il y a quand même. Il y a quand même quelque chose, une prise de conscience et une responsabilité à assumer. Et au moins, c'est tout à son honneur de l'avoir fait. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en compte. Après, vraiment, la teneur du propos, elle change pas vraiment la donne. Entre nous, elle change pas la donne. Maxime Lenormand, on va à Châteauroux samedi soir à partir de 20h le 20 mars. Châteauroux, Lanterne Rouge, quasi presque
déjà condamné à la relégation en national, mais Châteauroux qui vient d'être racheté, Châteauroux qui a une nouvelle équipe de dirigeants, Châteauroux qui a un nouvel entraîneur, nouvel état d'esprit. Premier match à domicile dans cette nouvelle mouture pour les Berrichons. Comment on va faire pour s'en sortir de ce match-là, Maxime? Il va falloir prévoir plusieurs couches, hein, parce que ça va être compliqué ce match à Châteauroux. Match de la peur, tout simplement. Châteauroux. Alors, est-ce que Châteauroux a vraiment une chance déjà de se sauver? Je ne sais pas dans quel état psychologique vont être les joueurs de Châteauroux. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. Ils ont réussi à. Attention, tu fais une erreur, Maxime. Tu as dit nouveau coach. C'est Marco Simone qui est arrivé. Vieux coach. Pardon, vieux coach. Non, mais ils ont réussi à chercher un point. C'était où le point qu'ils ont pris la semaine À Sochaux. Pardon. Voilà, donc Sochaux qui est quand même une équipe plutôt cohérente de ce championnat. Ça va être chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas un semblant de dynamique qui va être dessiné avec cette arrivée de Simonet, puis de ce nouveau projet, etc. J'en sais rien. En tout cas, défaite interdite pour le Stade Malherbe samedi. Et vu le match qu'on a fait hier soir, on peut avoir peur de ce match. Ça, c'est clair. Des doutes, Julien Mailleux, dans ce match? De la peur? On va centrer. On va centrer, on verra bien. On va continuer de faire des centres, puis on verra bien ce qui se passe. Non, mais je sais pas, en fait, il y a tellement de choses qui vont pas, et pourtant on reproduit match après match le même contenu, en fait. On progresse tellement pas depuis un an. Moi, sincèrement, je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait changer. En fait, là, on était à 2 victoires en 17 rencontres. Et on avait un derby à jouer. Donc, c'était vraiment le moment où on attendait une réaction positive des joueurs. Si ça n'incite pas Pascal Duprat à tenter des choses, et si ça n'incite pas les joueurs à se dépasser pour fournir, on va dire, un contenu plus cohérent ou alors davantage d'efforts, je ne sais pas, c'est pas un déplacement à Châteauroux qui va changer quoi que ce soit. Je ne vois pas pourquoi on va proposer autre chose le week-end prochain. Maxime? Ouais, alors juste peut-être un petit déclic ou quelque chose en tout cas qui va peut-être déclencher un déclic. C'est que c'est la première fois moi, que j'ai entendu à la fois le président Piqueux et un joueur Jessie Desmaguet dire le mot maintien. Donc peut-être qu'on va être dans une opération, ça y est, commando, de se dire bon bah on va se bouger les fesses un petit peu parce que là ça commence à être chaud quand même, et de se dire voilà, et ben maintenant il faut assumer nos responsabilités et puis se prendre en main et aller chercher les points qu'il faut pour assurer ce maintien qui est plus tabou désormais dans la bouche des Canets. Vous opinez du chef Aurélien Renaud, foot normand? Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que dit Maxime. La seule chose sur laquelle on peut encore se rabattre, c'est sur un changement d'état d'esprit, un changement de regard sur ce championnat de la part du Stade Malherbe, en espérant que ce soit l'un des derniers curseurs qui reste à activer. C'est effectivement le mode commando, le mode voilà. Maintenant, on se bat pour sa survie. Le jeu, on s'en fiche. Maintenant, on prend des points. S'il faut, voilà, on fait ce qu'on peut sur le terrain. On jouait trop bien jusqu'ici. Ouais, c'est ça. On va laisser un peu le jeu de côté. T'as raison. Voilà, non, mais voilà, vous voyez où est-ce qu'on a les extrémités auxquelles on en est rendu. Non, mais c'est vrai. Après, ce qui peut être une crainte, et on en parle souvent. Alors, est-ce que c'est avéré ou non, je ne sais pas. Mais on parle souvent des équipes en début de saison qui sont programmées pour le maintien et des équipes qui ne le sont pas. Et en général, ça a été une question hier posée à Pascal Duprat. Il l'a éludé, il a botté en touche en 30 secondes évidemment, mais cette question est venue sur le tapis. Est-ce que Caen est prêt à assumer une opération maintien? Parce que là, on ne parle pas d'un maintien en Ligue 1. Hein. Quand le Stade Malherbe de Caen est en Ligue 1, c'est toujours programmé pour une opération maintien. En Ligue 2, c'est jamais programmé. La dernière fois, si je ne m'abuse, ça devait être au début des années 2000 quand Cyril Vattier nous sauve sur un match contre Angers à 2 journées de la fin. Ouais, c'est ça. En fait, on n'est pas parti dans cette optique-là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont pas forcément dans cette optique-là parce que c'est vrai que quand ils arrivent dans l'équipe, on est solidement au milieu de terrain, il n'y a pas péril en la demeure, il y a un petit peu de place pour s'exprimer. Bah là, on verra forcément comment les choses peuvent se goupiller. Mais là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose quand vous devez sauver votre club d'une descente en nationale avec toutes les conséquences que ça peut avoir si vous vous y embourbez. Donc, c'est toute la perte du statut professionnel, la perte des contrats aspirants pour les jeunes. Et puis les professionnels qui aujourd'hui sont en train de mettre le Stade Malherbe de Caen dans cette situation sur le terrain. Comment font-ils pour rester en national, pour valider leur contrat? On n'est plus du tout sur la même ligne de pensée là. Oui, mais après on peut pas non plus déjà commencer à parler des conséquences du Stade Malherbe en national. Il reste trop de matchs, trop de non. Avant. Alors sincèrement, moi je vais vous partager. J'ai aucune inquiétude, aucune. Moi, je vais vous embêter une dernière fois avec mon fameux classement dynamique. Je reprécise ce que c'est un classement dynamique. C'est un classement en fait qui vient projeter les résultats des équipes sur la fin de saison à la 38e journée en fonction
des matchs joués, des dynamiques justement des équipes. Et ça nous fait échouer, parce que j'ai fait les calculs ce matin, ça nous fait échouer en fin de saison si les choses en restent là et qu'il n'y a pas de rebond cané et que ça reste pareil autour. 17e place, 39 points, devant Guingamp 37 et Chambly 29. Donc, ça veut dire maintien. Serein. Ça veut dire maintien, ça veut dire large maintien. Ouais. Non, ça veut pas dire large maintien, c'est parce qu'en ce moment dans la dynamique, on est avant-dernier sur la phase retour. Donc c'est normal qu'on perde des points. Après, on va espérer évidemment que les Canets prennent davantage de points. Maxime, je pense qu'il faut pas compter sur les autres pour se reposer sur leur laurier d'ici la fin de saison. Guingamp a gagné. Malheureusement ce week-end, je pense que ça va pousser un petit peu, c'est logique, il va y avoir des victoires à l'arracher. Nous, il va falloir qu'on aille prendre des points. Et voilà, Pascal Duprat est aussi dans cette optique-là, même s'il n'a pas parlé de maintien. Désormais, il a dit qu'on allait devoir s'appuyer sur les joueurs d'expérience. Je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle. Ouais, enfin, mais entre nous, Olivier Piqueux, quand il a répondu à ça, parce que je suis persuadé qu'il avait entendu ce qu'avait dit Duprat avant, même s'il n'était pas physiquement présent, Piqueux, à la conférence de presse de Duprat, faut quand même être clair aussi. Piqueux, il a expliqué que dès ce matin, il y a réunion des joueurs et que pour certains, je cite, ça allait peut-être être difficile et qu'ils allaient, comme on l'a entendu tout à l'heure dans son interview, être mis de côté. Donc, je pense que Pascal Duprat va pas avoir grand monde à choisir. Je pense que c'est Piqueux qui va choisir qui va rester et Duprat va faire avec. Je sais pas si c'est de la communication ou si c'est vraiment quelque chose qui va être mis en place. J'ai du mal à imaginer Olivier Piqueux dire non, toi je te sens pas pour le maintien, tu vas rester sur le côté. Alors après qu'il y ait des choix qui soient faits. De toute façon, on verra samedi, messieurs. Oui, on verra samedi qui est dans le groupe ou pas. Voilà. Mais qu'il y ait des choix qui soient faits, ça me paraît logique et même ça me paraît nécessaire parce que là on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça du côté du Stade Malherbe. Effectivement, autant le Havre s'est donné beaucoup d'air en remportant ce derby normand de la 29e journée. Les Havrais sont désormais 8e, autant pour les Canets, vous l'avez dit, messieurs. La situation, elle devient préoccupante. C'était le terme utilisé de manière unanime hier à la fin de cette rencontre entre les Malherbistes et les Havrais. On se retrouve évidemment samedi pour suivre avec passion ce Berrichonne-Châteauroux, Stade Malherbe de Caen à partir de 20h. Et on se retrouve évidemment tous ensemble la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre. D'ici là, passez une très bonne semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Salut. Podcast by Tendance Ouest.